Ravi et heureux, je vais accepter en même temps les nouveaux arrivants, de vous retrouver aujourd'hui sur le sujet du FinOps. On avait déjà fait une masterclass à ce sujet l'année dernière. On sait combien c'est un sujet qui est important à suivre, pour vous aussi, pour certains compliqué à maîtriser et on comprend pourquoi, hein. C'est une notion, une culture, une méthodologie, c'est tout à la fois et ça en devient assez complexe. Donc aujourd'hui, on va recentrer un peu le débat autour du FinOps, ce que c'est et surtout vous donner quelques clés de compréhension pour essayer de le mettre en place chez vous. Donc on est avec Davy aujourd'hui, hein, ravi, de te retrouver, Davy pour ce FinOps. Merci bien. Ravi aussi. Un peu trop chaud, mais ça va. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment et écoute, on peut démarrer. Est-ce que tu peux, Davy, nous rappeler ce qu'est le FinOps? Alors, le FinOps, c'est quelque chose qui est neuf sans être vraiment neuf, puisque on pourrait se dire, bah, dans tout projet informatique, il y a des coûts. C'est-à-dire, voilà, euh, j'achète un serveur, j'achète une licence d'un produit, je le fais tourner. Enfin, tout ça, il y a de l'argent qui est dépensé. Il y a le matériel que j'achète, il y a l'électricité que je dépense, et puis il y a le salaire des bons hommes et des bonnes femmes qui sont en train de venir nous voir, qui a besoin d'être là pour le gérer. Parce que si j'ai du matériel mais que je ne sais pas l'utiliser, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est-à-dire que dans tout projet, on va généraliser, hein. Une entreprise, c'est quelqu'un qui fournit des services à d'autres ou du matériel à d'autres contre de l'argent. Et ben, cette entreprise, pour exister, elle a besoin de moyens matériels, technologiques. Donc souvent, elle a besoin d'investir, de prendre de l'argent, d'aller acheter ce matériel dont elle a besoin pour faire son travail. Si vous êtes taxi, il faut acheter une voiture, sinon vous ne servez pas à grand-chose, puisque le but, c'est de profiter de votre véhicule pour emmener les gens d'un point A à un point B. Donc, il y a des coûts à gérer. Il y a des coûts de capitalisation, des coûts d'acquisition, qu'on appelle aussi vulgairement le CAPEX. Alors, je vais essayer d'utiliser le moins possible ces terminologies-là. Ça, c'est une question de culture personnelle et ça va être un des premiers axes dont on va parler, qui va venir avec la culture FinOps. C'est d'arrêter de noyer le poisson dans des terminologies que personne ne veut comprendre, ou n'a envie de comprendre, ou ne peut comprendre. C'est le meilleur moyen, justement, d'aller à l'opposé de ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est-à-dire de créer une culture de la compréhension. Donc, le FinOps vient de cette nouveauté qu'amène le cloud public. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf avec le cloud public? Je pense que pour celles et ceux qui sont là, ils l'ont déjà entendu, mais peut-être qu'il y en a qui débutent dans ce domaine-là. Le cloud public change le rapport à la dépense. Là où avant, on achetait justement notre matériel à l'année, on définissait un budget, enfin à l'année même pour plus, on définissait notre budget pour plusieurs années, on achetait le matériel et puis après on se mettait à l'exploiter et on se débrouillait avec ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Ben, en cloud public, vous n'êtes propriétaire de rien d'autre que votre donnée. Vous ne faites que louer du service. Et le mode service vient avec un autre effet de facturation qui est la facture dite pay as you go. Le pay as you go, ça veut dire que vous ne payez que ce que vous consommez. Et donc, quand on arrive dans un cloud, il n'y a pas une facture qui arrive directement. Il y a une facture qui sera présentée à la fin du mois à hauteur de ce qu'on a consommé. Et donc, ça change, mais fondamentalement, le rapport à l'argent. Puisque avant, on se disait, je vais faire ça, 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 donc je vais définir, je sais pas, allez, 300 000 euros pour tant d'années. Je vais tout mettre dedans et je vais me débrouiller pour que ça vive avec ça. Ce qui me donnait une forme de visibilité. Alors, je vais même aller plus loin, je vais être provocateur, je vais dire une illusion de visibilité. Puisque, en fait, dès qu'il y avait les trucs qui sortaient du cadre, bah, il fallait soit taper dessus, vous savez, comme les jeux avec les marteaux, avec les taupes qui sautent, là, hop, il fallait taper dessus pour que ça rentre dedans. Soit on se retrouvait avec des dépenses supplémentaires qu'il fallait justifier, ce qui donnait des zones souvent de friction, de stress, voire de crise, parce que des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans des budgets, bah, soit ça peut s'absorber dans la valorisation financière de l'entreprise, en disant bah, on peut faire cet effort-là parce que les retours sont bons. Soit on se retrouve à dire bah, moi, j'ai pas l'argent, c'est gentil, donc je ne peux pas le sortir de nulle part. Et ça amène une différente approche. Et souvent, je dis dans un cloud privé, euh, la première chose qui définit un cloud privé, c'est la limite matérielle et financière de ce qu'on peut y mettre. C'est-à-dire que le potentiel de tout ce qu'on peut faire dans un cloud privé n'est que le cadre possible de ce que j'ai mis en place. Je ne peux pas aller au-delà de ces limites-là. Pour l'avoir vécu physiquement chez les clients, quand il n'y a plus de place physiquement pour brancher le serveur, vous pouvez retourner le problème autant que vous voulez, vous ne pouvez pas le brancher, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est tout. Vous avez 4 murs, un sol, un plafond, il n'y a plus de place dans la pièce. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de débarquer chez les clients chez qui c'est la réalité.
Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'opportunité de vouloir acheter du matériel parce qu'il y a un besoin pour le métier, mais la concrétisation de ces investissements premiers et les limitations physiques de leur réalité font que on est quand même assez limité en agilité. Et le cloud public, lui, nous permet d'arriver dans une autre dynamique qui est, c'est un peu comme si vous mangiez à l'hôtel tous les jours, quoi. Au restaurant de l'hôtel tous les jours. Vous arrivez, vous prenez ce que vous voulez. Après, est-ce que vous êtes prêt à payer la facture qui va avec? Ça, c'est une autre contrainte. Et là, on se retrouve dans une autre dynamique qui est d'arriver à regarder la facture, mais pas à la fin du mois exclusivement. Ici, il faut regarder la facture. Pourquoi? Parce que si chacun peut consommer ce qu'il a envie, quel est le risque? Quelle est la peur de tous les clients? C'est qu'on se retrouve à consommer de façon déraisonnable, incontrôlée, qu'on se retrouve avec des factures énormes. Et évidemment que c'est une peur, mais tout à fait rationnelle et légitime, et les clients ont raison d'avoir cette peur, c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'ils veulent amener ensuite du contrôle. Par contre, attention, il faudra faire la différence, c'est ce qu'on va voir ici, entre contrôler et ensuite donner du sens à ces coûts. Parce que si c'est juste dire, moi je veux contrôler les coûts, je veux pas dépenser plus, ok. Une fois qu'on a dépensé toute la somme que vous vouliez, on fait quoi? On arrête la prod? On se dit, bah non, on n'est pas débile. Bah oui, bah alors peut-être qu'on devrait avoir une approche qui ne l'est pas non plus. On peut pas arrêter net la prod le 28 du mois parce qu'on a plus les sous pour payer jusqu'au 30. Personne ne fera ça. Aucun business va dire, moi j'arrête mon business pendant 2 jours parce que j'ai plus les sous pour le payer. Ou alors, faut vraiment dans une situation très critique pour prendre ce risque. Et on se doute bien qu'arrêter le business pendant 2 jours va peut-être nous faire perdre encore plus d'argent que l'argent qu'on dépenserait si on continuait. Donc on a cette ère de fragilité. Donc le FinOps est né de ça, du besoin de dire, bon, vous savez quoi? On comprend que c'est un peu spécial, on comprend que ça change la norme. Et si on formalisait un petit peu tout ça proprement, et effectivement, comme tu l'as dit dans ton amorce, il y a à peu près 13 ans de ça, ça a commencé à être formalisé, ça a pris un peu. Il y a eu des ouvrages de référence, il y a eu une organisation qui s'est créée là-dessus, qui a essayé de formaliser un petit peu tout ça. Et le métier est né. Le métier, la culture du FinOps. Alors, FinOps, comme les DevOps, DevSecOps et MLOps, c'est-à-dire l'idée en fait, c'est l'idée d'adjoindre plusieurs métiers en même temps qui sont le technique de l'informatique, mais aussi le décisionnel, la gouvernance et le financier qui va avec. Mmh. Merci Davy. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, que cette session est interactive. Vous pouvez poser vos questions, prendre la parole si vous avez des questions, il n'y a absolument aucun problème. Davy, j'avais une première question pour toi. C'est, imaginons, on a fait le travail vraiment très bien, on a anticipé tous les coûts. Est-ce que on peut dire qu'on a fait du FinOps? Et deuxième question, y a-t-il pas un problème de compréhension entre investissement vs dépenses? Complètement. Complètement. C'est ce que je me tue à dire souvent en cours ou en conseil, et c'est que maintenant, c'est une pilule qui est dure à avaler. C'est on ne peut pas. Quelqu'un qui vous dit, je sais combien mon cloud va me coûter pendant les 3 prochaines années, moi je dis, tu me donnes les chiffres de gagnants du prochain loto, et si je gagne, je te crois. Mais en attendant, sinon, ça n'a pas plus de valeur que ça, en fait. C'est impossible. Puisqu'on est justement dans une facture de consommation. C'est-à-dire qu'on se met à utiliser des ressources. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un chez vous, dans votre entreprise, qui décide d'utiliser une ressource. S'il y a un besoin d'utiliser cette ressource, c'est que ça a été formalisé, qu'il a été demandé par quelque chose. Une nouvelle application, un serveur web qui doit tourner, quelque chose qui doit exister à cet endroit-là. Et donc, il faut trouver une justification ensuite à cette ressource. Bien sûr que aligner ensuite la dépense de fin de mois qui va aller avec et avec la ressource, c'est pas juste regarder combien ça coûte. Et tu as raison, il y a une différence entre le coût et la valeur. Alors, pour clarifier pour tout le monde, le coût, c'est le montant de monnaie fiduciaire qu'on va dépenser. C'est-à-dire, vous voulez acheter le dernier téléphone d'Apple, voilà, je ne sais pas à combien il est, je sais pas, 1300, 1400 euros, ça c'est le coût. C'est-à-dire que vous et moi, si on l'achète, c'est l'argent qu'on va sortir de notre portefeuille pour l'acheter. Ok. La valeur, c'est le fait que pour certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, mais si je l'ai, je vais pouvoir faire ça, 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 c'est génial, ça vaut le coup. La valeur, c'est que moi, je vais dire, non, ça vaut absolument pas le coup. Moi, je trouve que je perds mon argent et que ça ne vaut absolument pas cet investissement-là. Donc, il y a une histoire de, j'ai un coût, on va dire, un retrait financier d'un coup, pour faire simple, de mon argent, et qu'est-ce que je gagne à l'acquisition de ce matériel en échange. Et donc là, il y a tout un potentiel qui vient avec. Quand vous utilisez, pour reprendre du cloud, par exemple Amazon, une instance EC2, une machine virtuelle, vous ne payez pas juste une machine virtuelle pour être là. Vous payez une machine virtuelle parce que vous avez besoin d'un contexte d'exécution, parce qu'un OS a besoin d'exécuter à un moment donné, parce que vous voulez installer une application ou un service dedans, parce que vous voulez lui amener de la présence à ce moment-là pour interagir avec. Et le fait que cette VM existe déjà, donc là on va se rapprocher aussi de ce que nous amène le cloud, c'est qu'on oublie qu'une machine pour exister, c'est pas gratuit. Et là je ne parle pas du prix de la machine en soi, parce qu'il m'a facturé, mais il a fallu faire des efforts tout autour pour qu'elle existe.
Hein, fabriquer une machine virtuelle, c'est avoir d'abord du matériel, puis un hyperviseur, puis ensuite le modéliser, puis ensuite interagir avec pour pouvoir créer la machine, puis que l'OS se déploie. Et en fait, ce qu'on ne voit plus, c'est ce que j'appelle souvent l'effet magique en cloud et en virtualisation, c'est qu'on clique sur des boutons, et puis on se retrouve avec un résultat, et après on râle sur la facture. Oui, mais vous vous rendez compte qu'en fait, en appuyant sur les boutons, vous n'avez pas fait toutes ces étapes-là, qui, quand vous les faites chez vous, ne sont pas gratuites non plus, ou un coût. Le coût majeur, par exemple, chez nous, ben, c'est la présence d'une personne, d'un individu, homme ou femme, qui sait faire ça et qui a du temps de travail salarié pour ça. Et quand vous dites à une personne de fabriquer des machines, vous allez dire, oui, fabriquer une machine, c'est rapide. Rendez-vous chez d'autres clients, vous allez voir qu'il y en a chez qui c'est très lent. Alors que techniquement, effectivement, ça devrait être quasiment instantané. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend du temps pour faire des choses, on coûte de l'argent, de la mobilité, de l'être humain. C'est ce qu'on appelle la dette technique, hein, qui va aller avec l'usage du produit. Alors oui, définir le cloud à l'avance, sa facture à l'avance, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est induit du fait que, bah, je vais vous prendre une image pour qu'on puisse comparer. C'est comme si vous me disiez, j'en ai marre de cuisiner chez moi et j'ai décidé que j'allais manger au restaurant pendant les 3 prochaines années à venir. Alors, ce qui est très confortable en soi, mais essayez de deviner le budget que vous allez y dépenser. C'est juste impossible, en fait, parce que vous ne savez pas. Vous pouvez me dire, ouais, mais moi, je définis un budget à l'avance et je m'y tiens. OK. Et quand vous avez pu, vous faites quoi? Vous mourrez de faim. Là, on retombe sur la logique de tout à l'heure, que ici, c'est pas juste, on prépare une somme, on achète le matériel et ensuite il est là présent et on fait ce qu'on peut avec. C'est, si on alloue une somme comme ça à la dépense en continu, on va manquer de visibilité sur la justification des dépenses. Et on va avoir un problème justement de compréhension. Du OK. coup, Donc, oui. Davy, pour les personnes qui passent de l'on-prem au cloud ou alors du cloud privé au cloud public, il y a quand même un problème qui se crée puisque on ne peut rien prévoir. Et ça, quand on a des clients comme ça, c'est difficile à justifier. Donc, y a-t-il pas des solutions? Quelle démarche doit-on prendre? Je vais te donner 2 réponses pour ça qui va plaire à tout le monde. Est-ce qu'il y a une partie prévisible? Oui. Il y a un pourcentage prévisible. On se doute bien qu'une entreprise qui naît, elle n'est pas pour mourir 3 mois après. Je veux dire, personne monte sa boîte pour la fermer 6 mois après ou 3 mois après. En général, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des patrons d'entreprise qui me disent, oui, moi, en fait, oui, je vois qu'il y a un risque à investir sur le temps, mais je t'avoue que moi, effectivement, je me souviens d'un patron qui me dit, j'ai pas prévu de faire ma boîte pour couler. Donc, on va prendre ce pari-là, on va investir. Et les entreprises te diront, les dirigeants d'entreprise, que j'ai besoin de visibilité souvent sur du moyen et long terme. Est-ce qu'il y a cette visibilité dans un cloud public? Oui, c'est possible. Je me doute bien qu'à minima, je sais pas, si j'ai besoin d'entre 100 et 400 serveurs par jour, bah, je peux peut-être me dire que tous les jours, j'aurai besoin d'au moins 100 serveurs. Et dans ce cas-là, bah, je peux dire, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas engager le minimum? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour ça? Oui. Donc ça, on l'a. On a la possibilité avec les fournisseurs de cloud d'avoir des engagements minimums qu'on pourrait engager avec le fournisseur en l'échange de remise. Je vais prendre l'exemple d'Amazon puisque c'est ma spécialité. On a ce qu'on appelle les saving plans ou les reserves, même si on ne fait plus trop de reserves aujourd'hui sur les OCDE. Le saving plan, c'est ça. C'est, vous dites à Amazon, je vais m'engager sur une période prédéfinie qui est 1 an ou 3 ans. Je donne cette visibilité à Amazon qui permet pour eux de savoir, de dire, ah ben, c'est confortable pour un client de savoir qu'il a, enfin pour une entreprise qu'elle sait qu'elle a des clients qui s'engagent sur une durée. Ce qui tue l'entreprise, c'est l'insécurité, hein, c'est de ne pas savoir si les revenus vont venir, si ça s'arrête d'un coup, comment on fait. Moi, j'ai de la masse salariale, j'ai des charges, voilà. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se pérennise sur le temps. Donc là, ça donne une visibilité sur le temps. Moi, je sais que j'ai une dépense fixe qui va arriver et je demande à l'éditeur de faire un effort sur le prix en disant, si moi, je te donne cet effort-là, toi, c'est donnant-donnant. Il faut que tu me donnes un avantage. Et l'avantage ici, c'est que le prix, pour le coup, unitaire, sera réduit. Donc sur un an, on a aux alentours, je fais une moyenne parce que ça dépend des services, etc., de 25% de remise. Et sur les 3 ans, on a entre 66 et 72% de remise. Ce qui est Donc, conséquent. ce qui est très conséquent. Donc là où on aurait une facture de 10 000 euros par an, on ne se retrouverait plus qu'avec donc 72, j'ai du mal, de 1800. C'est Mais colossal en fait. toujours sur cette partie qu'on peut prévoir, Qu'on peut pas sur la prévoir. totalité. Après, on peut prévoir, nous ce que je dis souvent, on prévoit des volumes, pas des unités. C'est-à-dire, si vous dites, ouais, mais j'ai besoin pour ce serveur web-là. OK, mais ce serveur web-là, tu sais quoi? Rien ne garantit que dans un an, il sera encore là. Par contre, je peux me dire que dans un an, tu as probablement besoin d'un volume d'à peu près pour faire celui-là ou d'autres
à peu près une centaine de machines tout le temps allumées 24 sur 24, 7 sur 7. Et là, ça m'intéresse. Donc, c'est pas tant. Et souvent, on se fait avoir avec ça parce que chacun vient avec ses requêtes dans son coin. Dire, moi, j'ai besoin de stabilité, etc. Je veux investir. Et on ne s'aperçoit pas qu'en fait, si on aligne les plannings, par exemple, d'allumage des machines et d'usage, il y a des trous. Et donc, si on ne s'amuse pas à combler les trous avec les disponibilités des autres, on va après investir massivement pour tout le monde avec des creux d'usage qu'on ne va pas rentabiliser. C'était ce qu'on faisait avec les réservations. C'est pour ça que souvent, je ne parle pas de réservations en cours. Moi, en conseil, j'hésite d'en parler. On n'en fait plus trop. Les réservations sur les instances de C2, leur problème, c'est que c'était l'équivalent justement de louer une chambre d'hôtel 24 heures sur 24, 7 sur 7 pendant un an. Et le problème, c'est qu'Amazon vous facturait même quand vous ne l'utilisez pas. Donc là, c'est un peu con, parce que vous payez tout le temps, et si vous n'utilisez pas, ben, on vous facture quand même. Alors que le saving plans, par exemple, chez Amazon, aujourd'hui, c'est de la facturation au volume consommé. C'est un peu comme si vous achetiez des nuitées à l'avance, et vous les consommez comme vous voulez. Et donc l'intérêt, c'est que quand vous en avez besoin, vous consommez, c'est de décompter. Un peu, je compare ça aux cartes cadeaux. C'est un peu, voilà, vous avez sur votre carte cadeau tant de dollars de validation qui sont valorisés à tant de valeur chez Amazon, et ensuite, c'est décompté de votre facture jusqu'à épuisement de la valeur du mois. Et après, le reste passe en tarification normale. Et la tarification normale, on pourrait dire, ouais, mais attends, elle est chère, c'est le plus cher, c'est l'on-demand, c'est le prix fort. Et ça dépend. Si ça me représente, je sais pas, plus que 10% de ce que j'ai à faire dans le mois, est-ce que ça vaut le coup de préinvestir si c'est juste pour un mois que j'en ai besoin? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais là, regarde, j'ai eu besoin de 10% de plus. Si je la réserve à l'année, c'est moins cher. Oui. Et si le mois d'après, vous n'en avez pas besoin, par contre, vous faites quoi? Ben, c'est perdu. Il faut faire attention à ça, il faut trouver le juste milieu. Donc des fois, c'est pas parce qu'il y a un besoin qui arrive qu'on va préinvestir. Donc ça veut dire qu'on va rajouter à ça. Donc tu as la prévisibilité, oui, dans une certaine mesure raisonnable. Et ensuite, c'est la deuxième partie de la réponse à ta question, est-ce qu'on peut prévoir ou s'adapter? Eh ben, il va falloir mettre en place, bien sûr, du monitoring, c'est-à-dire amener de la visibilité, de la lisibilité à ce qu'on est en train de faire et renvoyer l'information aux équipes. Donc ça, c'est les choses, peut-être que parmi vous, il y en a, je sais que parmi vous, il y en a certaines et certains qui ont déjà bossé sur du FinOps, qui ont certaines certifs là-dessus, où on le voit dans les cours rapidement, dans les modules, parce que on ne peut pas juste regarder la facture à la fin du mois. Le principe du FinOps, c'est d'informer clairement, le plus lisiblement possible, les gens qui consomment de ce qu'ils consomment, pour qu'ils comprennent et qu'ils se responsabilisent. Et donc, s'il y a un mois, je dépense un peu plus que d'habitude, on fait du on-demand, on s'adapte, on se retrouve autour de la facture et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et on essaie de voir si juste ponctuel, ça ne revient pas et ce n'est pas la peine de réinvestir. Ou peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on va surveiller sur les mois suivants et de se dire, peut-être que passé un certain délai, il vaudrait mieux préinvestir tout de suite une petite volumétrie supplémentaire parce que ça risque de se répéter. Mais là, ce n'est pas les équipes techniques qui peuvent le faire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu ici de responsabilité. Tu peux nous donner quelques best practices justement sur le monitoring? Alors, best practice de monitoring, c'est d'abord de ne pas garder la facture pour soi pendant 30 jours et de la laisser dans les mains que des gens de la finance. Ça, c'est déjà une erreur. Ça arrive, hein. Il y a des clients qui se lancent en FinOps, ils mettent des gens qui font que de la finance, qui n'y connaissent rien au cloud, ils regardent la facture et d'abord, ils ne comprennent pas. Et même s'ils comprennent la facture, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut lire la facture, regarder les détails, tant de centimes pour telle heure de machine. C'est pas pour autant qu'on sait pourquoi la machine elle est là. Vous voyez? Il y a une différence entre décrypter une facture et comprendre la justification. C'est ce qu'on appelle les fameuses notions de chargeback et showback. Donc ça, c'est deux notions importantes qui participent à la visibilité, à la compréhension. Le chargeback, c'est quand vous avez une facture pour toute une entreprise et que vous voulez répartir les bouts de facture aux personnes qui ont généré ces bouts de facture afin d'abord de leur donner la première chose, une visibilité, une prise de connaissance. Il y a ce que j'ai noté moi dans mon expérience, à moins de tomber sur des têtes de cons, ça arrive, hein, et des têtes de connes, il y en a de partout. C'est les gens, à partir du moment où on leur dit, au fait, tel service, quand tu utilises, ça coûte tant, souvent les gens sont surpris. Ah, ils s'en rendaient absolument pas compte. Et c'est les premiers à être embêtés quand ça coûte plus que ce qui était prévu. Et souvent, en fait, les gens sont très. Je t'aperçois que les gens, ils ont envie de bien faire. Contrairement à ce que disent certaines idéologies politiques, non, les gens, ils ont envie de bien faire leur boulot souvent. Donc, c'est-à-dire que si tu leur donnes leur facture, le chargeback, c'est ça, leur partie de facture à eux, dire voilà, pour ton projet, pour tes outils, ce que tu as choisi comme technologie, ça permet de ça. Et le showback, c'est regarder le détail et lui donner du sens. Parce que qui fait la demande pour qu'une instance EC2, pour qu'une VM, un serveur web soit là? C'est un product owner. C'est pas une équipe technique, c'est pas une équipe financière. C'est une équipe business, quelqu'un dans l'entreprise qui dit, au fait,
Moi, je viens avec un besoin qui doit se traduire par des outils technologiques. Je vous demande de le mettre en place. Et ensuite, de m'expliquer combien ça coûte de le mettre en place et est-ce que ensuite on le mettra nous en perspective entre le business, la valeur que ça génère, le coût que ça dépense, voir si ça vaut le coup pour nous de mettre les deux côte à côte. Et même si c'est pas équilibré, des fois ça se justifie stratégiquement d'avoir quelque chose qui coûte plus finalement que ce que ça rapporte, parce qu'on va peut-être avoir une perspective sur le moyen long terme. On va se dire oui, initialement ça va me coûter un peu plus, mais ça va me donner par exemple une meilleure visibilité. Je sais que le prochain sujet pour la prochaine fois, ce sera les IA. Par exemple, l'IA, ça peut être quelque chose qui coûte beaucoup d'argent à mettre en place initialement parce que ça demande une grosse montée en compétences, une grosse maîtrise. Et donc souvent, le contre-coup de la mise en place va coûter cher. Et on pourrait se dire que c'est pas rentable. Mais si on l'aplatit maintenant sur 1 an, 2 ans ou 3 ans d'usage, on va dire, oui, mais le fait que moi j'ai un chatbot qui marche vachement bien par rapport à mes concurrents vont faire que j'aurai des clients qui vont venir me voir et ça va améliorer mon business. Donc je suis prêt à faire cet investissement-là. Et là, on comprend bien qu'une facture de cloud, c'est pas juste une foutue facture de cloud. C'est un investissement pour une entreprise qui doit donner du sens dans sa démarche d'entreprise. Je consomme des moyens pour délivrer du service, voilà, de la valeur ajoutée ailleurs. Et donc, il faut que j'aligne ça ensuite. Et mes équipes doivent me rendre des comptes, dire alors, vous avez choisi telle et telle technologie, voilà combien ça coûte, est-ce qu'on est satisfait avec ça? Ouais, donc d'un côté, tu as l'équipe finance qui n'y comprend rien, qui va du coup va comprendre les choses puisqu'on va mettre en perspective avec les projets qui ont été lancés. Et d'un autre côté, les équipes qui ont lancé les projets qui vont comprendre exactement combien ça Oui. coûte. Il y en a une qui va s'occuper de dire faut pas que l'argent déborde à l'année, c'est l'équipe finance, c'est son boulot, de responsabiliser l'entreprise sur la dépense, les justifications, parce qu'il y a des comptes à rendre aux entreprises, je dirais à la direction, mais aussi aux banques et potentiellement aux investisseurs. Et puis l'équipe technique qui, elle, utilise les moyens qu'on lui demande d'utiliser, mais dont on lui dit attention, il y a un contre-coup de facturation, puisqu'on est sur de la consommation brute en continu. Donc il faut quand même qu'on ait une forme de compréhension pour pas faire n'importe quoi. Il y a des services, moi je sais quand j'en parle, je mets l'alerte tout de suite, même dans les cours où je débute. DynamoDB, par exemple, c'est un service qui est génial, qui a un niveau de performance mais hallucinant, et qui peut coûter le prix d'une maison. S'il est très mal utilisé, il peut coûter extrêmement cher. Mais il faut vraiment très mal l'utiliser, mais on a des clients qui peuvent l'utiliser très mal. Et donc si on ne veut pas se retrouver avec une grosse facture, il faut évidemment tout de suite, qu'on dise, au fait, vous ne pouvez Ah, pas juste vous contenter de dire ça marche pour faire ça, ça coûte aussi combien de le faire. Et donc, ça va avec. Dans un cloud public, c'est intrinsèquement lié. Donc, ça tu veut dire que parles, les métiers vont se croiser. tu parles de ce service, est-ce que tu en as d'autres en tête? Non, aucun. Une fonction lambda. Lambda, c'est pareil, c'est un des services. On a tout de suite envie d'y aller. Ça ressemble à de la science-fiction. Lambda, c'est le compute serverless. Donc, on s'occupe plus de machines. On donne juste le code et on dit à Amazon, en fait, faites-le tourner pour moi. C'est sympa, mais alors, on est facturé à l'invocation, à la milliseconde d'exécution et à la quantité de mémoire au mec de RAM près. Ça veut dire qu'il y a un niveau, je dis même plus, c'est même plus de la granularité, c'est de l'atomicité de facture tellement ça va loin. Et donc, des fois, c'est Ouais. compliqué en fait de se rendre compte de combien ça peut coûter. Et petite anecdote personnelle, il y a quelques années, chez un fabricant d'avions bien connu du côté de Toulouse, qui n'est pas Boeing, j'ai une équipe qui me dit, on a testé les limites de lambda en un week-end, ça nous a coûté 6 700 $. Il dit on assume, hein, on se plaint pas. C'était juste pour se rendre compte si on avait quelque chose qui venait triturer notre fonction au maximum de la capacité offerte à l'époque par Amazon, ça nous coûtait pour 24 heures 6 700 $. Il dit il fallait qu'on le sache pour être sûr que si un jour on va aussi loin que ça, parce qu'on a peut-être besoin d'aller aussi loin que ça, il faut qu'on assume le fait que ça peut générer pour telle durée, telle valeur, tel coût, pardon, qui peut ensuite être valorisé. Eux, ils trouvaient pas ça si critique que ça. On peut se dire c'est beaucoup. Ouais, mais en fait, on parle de 5000 appels concurrents à la fraction de seconde près, des millions de fois par heure, enfin voilà. Sachant qu'aujourd'hui, ces limites sont tombées. Donc aujourd'hui, on pourrait très bien faire en 1 heure 70 000 $ de facture de fonction lambda. Le plus grave, ce serait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire sans le monitoring, sans les alertes. Donc on aurait besoin aussi, bien sûr, potentiellement, et on va le voir dans la discussion, de mettre des moyens de blocage ou de limitation pour éviter que ça s'emballe, évidemment. Alors, les blocages d'imitation, ça fait partie aussi du monitoring, c'est-à-dire qu'on peut aussi envoyer des alertes aux personnes responsables, à nouveau, pour se retrouver, discuter et prendre la décision. Parce que si vous avez un normalement de production, parce que vous avez un gros succès, que ça va vous rapporter beaucoup d'argent, vous pouvez très bien avoir l'aval de votre direction qui dit on y va quand même. Si maintenant,
Souvent, je dis dans les cours de sécurité, comment on fait la différence entre une grosse attaque et un gros succès? Bah, des fois, c'est très difficile. Donc, des fois, ça peut être aussi une défense artificielle qui est faite par quelqu'un qui veut nous nuire. Et donc là, il faut qu'on soit capable de cadrer pour éviter de dépenser trop. Les alertes, tu les envoies à qui, par exemple? Si tu peux juste nous donner un exemple. Alors, bah, les alertes, je vais les envoyer aux équipes de développement d'abord, c'est-à-dire aux équipes, on va dire, responsables. J'ai un product owner qui va avoir lui-même ses alertes, et j'ai les équipes de dev aussi qui vont avoir les alertes, et puis les équipes financières. Par contre, je vais peut-être pas envoyer les mêmes. Si j'ai des petits pics de consommation, je vais les envoyer aux équipes de dev. Si j'ai des alertes basées sur des budgets, par exemple, chez Amazon, on a un AWS Budget, bah, AWS Budget, ça permet de mes alertes sur des périodes. C'est-à-dire que vous pouvez définir pour un mois ou pour 3 mois, pour tel projet avec des tags, vous dites ben, je veux mettre telle somme d'argent à dépenser. Et l'intérêt de ce produit-là, c'est que vous pouvez mettre des alertes intermédiaires avant d'arriver évidemment à la totalité du budget. Et donc, ce qui fait que si sur le premier mois, vous êtes déjà à 50% de ce que vous avez prévu, vous pouvez très bien vous mettre une alerte qui va être envoyée par exemple dans un Slack, donc carrément dans le channel Slack de l'équipe de dev qui va recevoir son alerte. Ça veut dire aussi qu'en termes de culture, il aura fallu créer un système où les équipes de dev comprennent que cette alerte, on ne fait pas juste next, on passe à autre chose. C'est non, non, non. On fait oh, on discute. Alors, équipe DevOps, équipe petite, même bureau ou même channel, on se parle, on se dit attends, qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est pas normal, on n'est pas censé arriver à ce niveau-là. Et donc, c'est le showback qui revient ici. On va essayer de venir comprendre qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça change, qu'est-ce qui a fait que ça monte. Est-ce que ça monte parce qu'on a décidé quelque chose? Est-ce que ça monte parce qu'il y a quelque chose qui a changé mais qu'on ne maîtrise pas? Est-ce que ça monte parce qu'il y a quelque chose qui nous arrive et que personne ne peut justifier? Une alerte de facturation peut être une alerte de sécurité. Une alerte de facturation peut être simplement une alerte de facturation de mauvais design. Une alerte de facturation peut être un changement d'usage des clients. Tout ça, ça peut être donc c'est à interpréter. L'intérêt de l'alerte, c'est simplement de définir, attention, point d'information utile, il faut lui donner du sens. Et donc là, c'est à l'être humain et à ces équipes-là de se retrouver. Et potentiellement, l'équipe de dev doit peut-être, je sais pas, mettre en place, on peut dire, hein, une alerte mineure doit nécessiter que l'équipe de dev, l'équipe DevOps ou le responsable, le lead dev puisse envoyer une notification ensuite à l'équipe financière en disant c'est bon, on a compris, on s'en occupe, ou on vous revient dans tant de temps. Mais l'idée, c'est que ce soit géré. Par contre, on ne repose pas de 3 semaines parce que l'alerte peut se répéter et si au bout d'un mois sur 3, vous êtes à 50% du budget, à ce rythme-là, vous serez à 150% du budget à la fin. Il y a des contextes où c'est juste inacceptable, 150%. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse réagir rapidement pour valider et comprendre ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de notions de responsabilité dans ce que tu dis. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent ensemble. Quelle est la méthode justement pour organiser tout ça? La méthode, c'est de travailler en équipe. Ça paraît tout bête, mais travailler en équipe, il y a plein d'entreprises dans lesquelles on dit on va le faire, mais en fait, chaque équipe est chacun dans son coin. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est comme quand tu dis je fais du DevOps, mais chacun fait du DevOps dans son coin. C'est mort. Donc il veut dire créer une culture commune, un langage, mais aussi créer des équipes pour ça. Alors, dans le cloud, on a une notion qui revient souvent qu'on appelle le CCOE, le Cloud Center of Excellence, qui est au cœur des clouds. C'est-à-dire que faut comprendre que rentrer dans un cloud, c'est pas aussi simple que de changer de service de messagerie ou même d'OS. Mais pourtant, déjà changer d'OS, c'est déjà pas simple. Mais ça change énormément d'habitude. Et donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné un pôle de compétences cloud qui va rassembler beaucoup de métiers. Dans le FinOps, il y a des gens de la finance, il y a des gens de la gouvernance, il y a des gens du technique, il y a des gens de la sécurité, il y a des gens de la data. Enfin, vous voyez, toutes les pôles comme ça qui peuvent se retrouver, ou de l'IA, qui vont être des gens qui peuvent justifier d'une décision stratégique de dépense parce qu'il y a un nouveau produit. Si vous vous mettez à, je sais pas, travailler fortement votre donnée aujourd'hui, à travailler intelligemment votre donnée, vous allez investir de la connaissance, de la compétence autour de ça. Mais ça ne se fait pas tout seul. Si chacun faisait dans son coin, ce serait totalement incohérent. C'est comme si vous aviez un restaurant à monter et pour chaque cuisinier, cuisinière de la cuisine, vous montez une cuisine indépendante dans le même restaurant. C'est un peu con. Parce qu'en fait, on peut les réunir au même endroit et il faut travailler en équipe, en brigade. Il n'y a que comme ça que ça marche de façon efficace. Et dans une brigade en cuisine, tiens, si vous regardez Top Chef, vous savez que les gens doivent se parler, c'est essentiel. Bah, c'est pareil en fait. Oui, en fait, c'est des habitudes de structuration, d'organisation du travail qui sont déjà courantes dans plein d'autres métiers qu'on met en place ici. On a hérité pendant plusieurs décennies en informatique de culture de silo, ce qui tient de la débilité la plus profonde, en fait, qui est totalement contre-productif. Et ça s'est vu pour ceux qui ont connu dans les années 90 sur France Télécom, des guerres comment dire, d'équipes entre elles avec une culture toxique à souhait. On n'est plus là-dedans.
Donc le CCOE, c'est dire, wow, on va faire la table ronde comme un Camelot, allez, roi Arthur, et on se fait, c'est qui les chevaliers et chevalières avec lesquels je vais pouvoir travailler autour de cette table, qui vont avoir d'abord la concentration de la vue vers tout ce que peut amener le cloud, et ensuite de poser les bonnes questions de bonne gouvernance, de bonnes pratiques autour de tout ça. Et la brique FinOps, c'est une part de vache qui rit dans le camembert de fromage que j'ai là. C'est Alors, juste une ouais. brique, et on voit bien en fait que c'est relié aux autres. Pourquoi? Je peux jamais justifier un choix purement financier. On le voit, toi et moi, on l'a déjà vu dans les programmes MAP, avec les clients qu'on croise, dans les programmes de migration. Si un client me dit je veux le moins cher, je lui dis bah, va pas dans le cloud, dans ce cas-là, arrête, regarde, c'est encore moins cher, tu fais rien tout de suite et c'est moins cher. On peut pas juste dire il faut le moins cher, on peut pas juste dire je fais des économies. À partir du moment où je fais un choix entre tel type de base de données ou un autre, ou une VM ou une autre, ou un type de stockage ou un autre, il n'y a pas que ça. Il y a la résilience, il y a la haute disponibilité, il y a la performance, il y a la sécurité qui sont en lieu. Et donc ça veut dire que cet aspect de facturation, de finance, de valorisation, il rentre en résonance avec tous les autres axes. Et donc j'ai besoin d'une équipe en fait qui ait cette vue multidomaine systématiquement. C'est pour ça que s'il y en a parmi vous qui s'orientent vers les métiers du FinOps, vous savez très bien que vous ne pouvez pas bosser tout seul et toute seule. C'est impossible. C'est mort. Et souvent, là aussi, le client va vous embaucher en disant je veux un FinOps ou une FinOps. Ça veut dire que je veux un bouc émissaire pour lui en mettre plein la gueule parce qu'on comprend rien de notre facture, mais on veut trouver quelqu'un sur qui gueuler, qui va faire un truc miraculeux. Ça n'arrivera jamais. C'est Ouais, impossible. Est-ce qu'il y a pour toi une taille limite du FinOps? Est-ce que tu peux nous détailler peut-être la composition d'un CCOE et qui est responsable de quoi? Ça va être difficile comme ça parce que ça dépend complètement de la structuration de l'entreprise et des tailles d'entreprise. Si tu rejoins une PME, TPE où l'équipe informatique elle contient 10, 20, 30 personnes, tu peux facilement mettre une équipe de 5-6 personnes. Mais après, ça dépendra ensuite de la délégation de responsabilité. Ça dépendra, comment dirais-je, du temps disponible à chaque personne aussi, parce que ça prend beaucoup de temps. Si maintenant tu es sur une très grosse structure, tu peux carrément déléguer des gens à ça, parce qu'en fait, ça va prendre tellement de place. On sait très bien que tous les sujets dont on discute quand on fait de l'architecture, etc., souvent quand on en discute, ça a l'air d'aller assez vite. Sauf que pour les mettre en place réellement, vraiment les aboutir en discussion concrète en projet, ça prend des mois. Ça prend des mois Oui. avec beaucoup d'heures de réunion, on redit des choses, on centralise, on fait passer l'information, on les rediscute. Il y a des allers-retours, ça veut dire qu'à un moment donné, ça mobilise du temps pour les gens qui sont là. Donc ce que je vais dire, je ne pourrais pas dire. Pour moi, c'est comme un CCOE, c'est comme une équipe DevOps, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne doit jamais dépasser 10 personnes. 10 personnes, c'est le grand max. Au-delà de 10 personnes, ça veut dire que c'est plus de 10 personnes vont devoir consacrer du temps à un effort de communication qu'on n'a pas besoin en dessous. Après, est-ce que c'est des gens qui sont à plein temps ou pas dessus? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de la liberté de l'employeur, de libérer des gens pour ça, et puis de la volonté des gens de s'engager là-dessus. Je le redis, dans des grosses structures, il y a tellement de domaines à discuter que c'est possible que ce soit des gens qui finissent par ne faire plus que ça. Si on Après, prend c'est des gens. la, Oui. Excuse-moi, si on prend la composition d'un CCOE plutôt classique avec 5-6 personnes, est-ce que tu peux nous détailler quels sont les rôles de chacun, juste pour qu'on ait une idée Alors, rapide? moi, j'aime bien que le patron d'entreprise, dans ce cas-là, si on est sur une petite personne, le patron. Pardon. Le patron de l'entreprise puisse participer. Alors, soit j'ai un patron qui n'est pas du tout technique, donc ça va être est-ce qu'il va nous pénaliser ou pas, je ne sais pas. Mais si le patron a une approche technique, par exemple, et a fondé sa boîte parce que c'était son métier d'origine, etc., ça m'intéresse parce que c'est quand même ses sous. Et c'est lui aussi qui sait. Il n'y a que lui qui sait à un moment donné s'il a envie ou pas de faire cet effort-là. Et ce n'est pas les équipes qui sont en dessous. Et je préfère avoir les gens en direct. Oui. S'il y a quelqu'un. Alors, souvent, dans une petite structure, c'est lui qui gère la finance. Donc, c'est lui qui sera tu vois, l'équivalent d'une personne de la finance. À moins d'avoir quelqu'un qui s'occupe littéralement de la partie financière. Il me faut un architecte ou une architecte cloud, bien sûr, qui aura, on va dire, la plus haut niveau de responsabilité. Quelqu'un qui s'occupe des parties on va dire, la personne la plus capée en termes de lead dev ou de développement des applications. Donc, l'architecte, c'est quelqu'un qui va s'occuper du lien entre, justement, la transformation des besoins de projet avec la réalité technique. Les devs, c'est ceux qui vont s'occuper de ce qu'on va héberger à l'intérieur de tout ça. Eux, ils s'occupent moins de ces aspects techniques. Oui, on fait le lien. Et il faudrait quelqu'un là-dedans qui s'occupe aussi, bien sûr, de tout ce qui est résilience et sécurité, si ce sont des postes qui existent là aussi. Alors, des fois, dans une entreprise, c'est la même personne qui fait l'archi qui s'occupe de tout ça, ce qui fait beaucoup de responsabilités, peut-être un peu trop. Et des fois, ensuite, on a quelqu'un qui est délégué à la partie sécurité. Je mets sécurité et résilience ensemble parce que dans plein de petites entreprises, souvent, on réunit, et ça a totalement du sens. Moi, je le fais souvent, et ça m'arrive souvent de mélanger les deux en même temps
Parce que la résilience d'un produit, ça participe à sa sécurité et la sécurité participe à la résilience. Les deux chemins sont liés. Tu vois, ce serait au moins ça. Donc, quelqu'un qui synthétise la prise de décision financière, donc le patron ou quelqu'un de financier, quelqu'un qui s'occupe du suivi et une grande compréhension des applications et du domaine applicatif, quelqu'un qui s'occupe de l'architecture, quelqu'un qui s'occupe de la partie, je disais, sécurité et résilience, et il nous manque le business. Donc, peut-être quelqu'un qui, au-delà de la direction de l'entreprise, s'occupe plus des axes de stratégie. Tu vois, qui ne serait pas forcément financier, mais qui serait plus nos investissements, enfin nos envies, nos volontés d'évoluer en termes d'entreprise, d'affaires. Et si j'ai déjà toutes ces personnes-là autour de la table, on est plutôt pas mal. Si maintenant vous êtes sur une plus grosse structure avec des gens qui s'occupent que de la donnée, il faut qu'ils soient là. Si vous avez des gens qui s'occupent de l'IA, il faut qu'ils soient là. Alors, on peut voir à quel point ça peut être une équipe qui est vraiment transverse, quoi, sur tous les sujets. Oui, c'est obligatoire parce que, je le dis, il n'y a personne qui va prendre de décision là-dedans qui va être totalement autonome. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on discute. Et si on doit prendre une décision en commun, attendez, 2 secondes. Désolé, je calme le chien. Pas de problème. Donc, tu disais, oui, il faut qu'on discute. Oui, il faut qu'on discute parce qu'il n'y a aucune décision qui est faite de façon totalement autonome. Donc, à partir de ce moment-là, il faut obligatoirement que je puisse rendre des comptes aux autres et que les autres me rendent des comptes. Oui, je comprends. Après, le CCOI, c'est tellement un sujet vaste, je pense qu'on pourrait réserver un cloud shot entier sur ce sujet. Même ça pourrait être très intéressant. Mais on comprend du coup que c'est un élément essentiel du FinOps, une composante. Et moi, pourtant, j'ai des clients qui me disent qu'ils n'ont pas de FinOps, qui n'ont pas de CCOI, pardon. Est-ce que c'est entendable? Non. Non, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ils sont en train de prendre le risque de ne rien comprendre. Ça se synthétise dans ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont agir, ils vont réaliser des trucs tous les jours, et un jour, il va leur tomber une grosse facture sur la gueule, ils vont pas comprendre. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, pareil. Ou un problème de sujet de standardisation qui marche pas, ou un audit qui arrive, en fait, ils n'ont rien préparé. C'est comme les clients qui te disent je me lance ma boîte et tu n'as aucun dossier d'architecture. Ça paraît impensable et pourtant il y en a. Okay. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même un gros souci. Ça veut dire que souvent, et là ça témoigne, c'est pareil, c'est un sujet qu'on a un petit peu vu aussi dans les cloud shots l'année dernière, qu'on a fait sur la partie. Désolé. Désolé. Sur la. C'est là. Il a besoin de se lâcher. Non, c'est parce qu'il y a du monde. Donc, oui, on l'avait vu l'année dernière sur la difficulté de réaliser une bonne entrée dans le cloud et les clients qui se ratent et qui repartent en arrière. Happy, c'était là. Ils recommandent. C'est dans mon ordi. C'est bon. Ouais, ils demandent. Souvent, ils réalisent en fait qu'ils ont fait des erreurs parce qu'ils se sont mal préparés. Et donc, souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que les clients vont dans le cloud un petit peu comme s'ils changeaient de VMware vers un autre produit ou vers Cube, et ils pensent que c'est juste ça. Et en fait, souvent, ils ont du mal à réaliser l'impact du changement. D'accord? Nous, on le fait, là aussi, tu le vois toi-même dans le programme MAC quand on accompagne des clients. C'est le premier truc qu'on fait dans le awareness. Le awareness, c'est on va faire l'assessment qu'on fait de base, c'est l'assessment technique, mais aussi culturel. Voir où en est le client face à sa compréhension de ce que c'est que le cloud, ce que ça peut amener comme bénéfice, qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème chez eux, et surtout comment on y arrive. Et donc tous les sujets qui sont sous-jacents et tous les changements que ça peut induire. En fait, le CCOE, c'est un groupe d'excellence de gestion de changement qui doit accompagner la culture du changement qui va avec. Et le FinOps, c'est une brique dans l'approche. Et on l'a dit tout à l'heure, on a commencé par ça, on a dit, le premier truc que FinOps change, c'est le rapport à la finance, justement. Là où avant on avait le gros CAPEX et un peu d'OPEX, là on casse en full OPEX et donc ça veut dire que ça change notre position par rapport à la chronologie de la dépense, par exemple. Et donc ça veut dire que ce changement, il va se traduire au jour le jour. Ce ne sera pas juste une fois, ça y est, c'est fait. C'est comment on va le mettre en place. On parlait de monitoring, d'outils, de bonnes pratiques qui vont venir justement se greffer, qui vont nous changer nos habitudes. Et donc oui, les clients qui aujourd'hui ne le sont pas, c'est juste des clients qui consomment, mais qui sont dans l'incapacité de justifier et encore moins de comprendre. Alors, ne parlons même pas d'améliorer la chose ou de trouver des opportunités, de faire des économies ou de faire mieux. Du coup,
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une des notions du FinOps, c'est aussi l'innovation? Parce que si on a mis en place tout ça, on va avoir des équipes qui vont travailler ensemble, qui vont du coup, pouvoir mettre en place de nouveaux projets et donc de nouveaux services. Donc c'est aussi soutenir l'innovation. Alors, ça fait partie de la deuxième partie ou la troisième partie de la facturation. La facturation, je dis toujours, elle est en 3 tiers, même si ce n'est pas 3 tiers exactement, mais on peut la découper en 3. Il y a la facture prévisible à l'avance, qu'on lit sur plusieurs années, qui est le minimum engagé pour la résilience, la stabilité. OK. Il y a la facture de variabilité là-dedans qui peut exister. C'est-à-dire j'ai les produits qui arrivent, qui sont là, je les connais déjà à l'avance, puisqu'ils étaient chez moi, je vais reprendre les mêmes, j'ai envie. Mais je sais qu'ils vont changer en termes d'échelle. Donc là, c'est l'outil de monitoring qu'on va utiliser pour essayer de justifier ce qui a lieu, voir si on peut refaire des investissements ou pas. D'accord. OK. Ensuite, on a la partie facturation d'innovation. Alors, l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tester quelque chose, en fait. C'est ça, innover. Souvent, innover, on se dit, ouais, c'est des technologies récentes. Non, 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 non. Innover, c'est je fais mon business de tous les jours et je me dis, tiens, et si on changeait la façon de faire, mais il faudrait qu'on essaye d'abord. C'est ça, innover. C'est juste avoir l'idée et pouvoir lui donner naissance. Dans un cloud privé, dans une facturation plus classique, le frein à l'innovation, c'est souvent qu'on n'a pas les moyens de tester. Pourquoi on n'a pas les moyens de tester? Parce qu'on n'a plus les moyens matériels de faire exister autre chose qui n'était pas prévu. Enfin, c'est ça. L'innover, c'est faire la place à l'imprévu, lui donner de la valeur en l'essayant, à moindre coût, puisque ça peut être très rapide, ça peut être léger, et ensuite valoriser. Ah bah t'as raison, c'était une idée nulle. Bon, on arrête, c'est pas grave, ça nous a coûté, je sais pas, 17 centimes ou 17 dollars, peu importe. Mais au moins on a pu tester, on a dit ok. Ou alors on teste et dit, ah, c'est pas exactement ça, mais c'est une bonne piste, on peut essayer ensuite. Et en cloud, quand on fait du cloud et de la culture DevOps, on parle de cette logique qui va avec l'innovation, qui est la logique du test fast, fail fast. C'est-à-dire qu'on va créer une culture où on dit, je vais faire des tests plein de fois, même si je rate, c'est pas grave, parce qu'au bout d'un moment, je vais réussir, je vais trouver la bonne solution. Et en trouvant la bonne solution, bah, ça va me faire progresser mon outil. Je vais peut-être améliorer le temps de réponse de mes clients, je vais peut-être faire que mon IA, mon chat, il réponde mieux et l'améliorer en qualité d'expérience. Je vais peut-être moi mettre moins de temps à faire un truc et donc ça va engager moins mes équipes ou je vais peut-être automatiser. Oui, tout ça, c'est de l'optimisation, c'est des choses sur lesquelles on va améliorer le business, améliorer peut-être la valorisation. Et donc, on va considérer que ce qu'on a investi financièrement est tout de suite mis en perspective. Et c'est aussi ça, le FinOps, c'est être capable au jour le jour, dans cette partie un peu floue, un peu nébuleuse, qui avance, qui progresse tout doucement, de trouver les opportunités de valoriser ce qu'on est en train de faire. Du fail fast, fail fast, on a des métriques d'échecs qui sont positives. C'est-à-dire que si vous me faites plein d'échecs sans arrêt, ça veut dire que vous faites plein d'essais, et probablement que vous me faites plein de progression aussi. Et donc, sur un développement d'une application qu'on a, je sais pas, imaginez, vous avez un product owner qui vient avec un besoin et vous mettez plusieurs semaines à trouver la solution, ben, il va falloir valoriser ce temps d'investissement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin des 3 semaines, on aura réussi. Et alors, ça m'aura peut-être pris 30 essais ensuite par jour pour arriver, etc. Et ensuite, on verra qu'on va réduire le nombre d'essais par la suite, etc. Vous voyez, c'est une façon pour nous de trouver aussi, parce que c'est ce qui va manquer, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait peur de ne pas comprendre sa facturation, ça fait peur de ne pas être capable de justifier. Donc, il faut qu'on trouve des repères pour la valider, pour la valoriser. Et donc, ça va être des petits repères comme ça, ce qu'on appelle des small success. Il n'y a pas de small success, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je peux valoriser? J'ai fait tant d'essais, ça fait tant d'échecs, mais telle réussite, ça m'a pris tant de temps. Et sur les semaines suivantes, ça m'a pris un peu moins d'essais et ça a été plus rapide pour arriver finalement au bout du compte. Okay. Est-ce que c'est pas aussi un peu accepter l'imprévisible? Oui, complètement. Donc on accepte tout à fait l'imprévisible. Et je rappelle aussi que c'est quand même une des démarches pour lesquelles les clients vont en cloud. C'est dire, moi j'ai besoin de scalability, donc de mise à l'échelle et d'élasticité, parce que mon cloud privé n'en a pas. C'est-à-dire que si j'ai personne qui consomme, je me retrouve à payer quand même mon matériel dans un cloud privé alors que j'en ai pas besoin. Et si par contre j'ai besoin de plus que ce que j'ai, ben, j'ai plus la place et je peux pas adresser un besoin. Et donc ça aujourd'hui en termes de business, ben, faut se rappeler quand même que la seule raison pour laquelle on a un salaire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous paye, parce qu'il gagne de l'argent avec ce qu'on fait. Donc, on ne fait pas de l'informatique pour la beauté du geste, on fait l'informatique parce qu'il y a une entreprise qui va gagner de l'argent avec ce qu'on est en train de lui donner. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous, les moyens de production s'alignent avec les besoins de production. Et donc, il faut qu'on ait les outils. Et ici, on vient dresser ça en disant, au fait, avec cette culture du j'essaye de garder visible ce que je fais, j'essaye de lui donner du sens très vite, alors je peux justifier les moments d'explosion, adresser les besoins d'ajustement, qui ne sont pas des besoins d'ajustement pour me faire plaisir à moi,
ne sont pas des besoins d'ajustement parce que l'équipe technique veut. Ce sont des besoins d'ajustement parce que le business est en train de solliciter les outils, parce que les clients sont là et que peut-être ça génère des revenus. Et donc, il nous faut aligner, oui, ces objectifs. C'est quelque chose qui a un peu plus de sens que je rajoute des machines parce qu'on m'a demandé de rajouter des machines. Il faut qu'on ait cette vision-là. Et quand on regarde juste la facture, on se dit, bah, je rajoute des machines et ça me rajoute telle facture. Mais c'est pas suffisant. Vous voyez l'intérêt, comme on fait la boucle avec le lien, avec les discussions avec les équipes pour que ça donne du sens. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour mesurer ça? Comme le FinOps, Alors, par exemple. Le DevOps. on arrive sur des choses plus complexes qui nécessitent qu'il y ait une équipe CCOE, qu'il y ait d'autres cultures, comme la culture DevOps que tu viens de citer, qui sont en place. Parce que c'est une question de vision, c'est une question d'organisation des humains. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la communication. Si moi, je suis le seul à faire du FinOps dans une entreprise qui ne le fait pas, c'est mort. Donc, ça va avec ce besoin de rendre les choses visibles, de rendre les gens responsables et de rendre les gens autonomes. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur aux entreprises. Et donc, dans une culture DevOps, les équipes DevOps doivent avoir une certaine forme d'autonomie. Alors, bien sûr, une autonomie, ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut, comme on veut et déborder dans tous les sens. Ça veut juste dire être responsable de ses actions, avoir la visibilité pour pouvoir les comprendre et les justifier, et évidemment être ensuite responsable des comptes qu'on doit rendre avec. Donc ça commence par ça. C'est pour ça que dans les bonnes pratiques, il y a déjà donné le détail des factures de tout le monde. Ça commence par ça. Et les clients qui nous parlent de FinOps, mais qui ne pensent, ils regardent la facture tout seul dans leur coin. Je fais, mais non, la partie de facture de telle équipe, tu leur renvoies, tu leur dis, c'est pour vous, voilà ce que vous avez besoin. Ensuite, on peut faire en bonne pratique, déjà, ce que nous, on est en train de faire là, c'est-à-dire des ateliers d'initiation, des workshops, où on parle de tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de faire, pour que ce soit clair à tout le monde, pour éviter que ce soit dans les mains de certaines équipes exclusivement. D'accord? Donc, des fois, c'est bien, c'est pas dans les mains d'une personne, c'est dans les mains de plusieurs, mais c'est pas dans les mains de celles qui sont autour. Donc, c'est une culture, c'est tout le monde ou rien, en fait. Si vous avez dans une entreprise une partie de l'entreprise qui fait d'une certaine façon et une autre qui fonctionne à l'envers, il va y avoir des frictions quand ça se rencontre. Et donc, ça ne marchera pas. Et ces frictions-là, ces zones de friction vont finir par grossir et devenir des zones très critiques, avec des engueulades, des pertes de temps et des choses totalement, comment dirais-je, inutiles et toxiques. Voilà, et contre-productives. Exactement. Donc, on a besoin de ça. On a besoin potentiellement d'outils de monitoring. Alors, il y a des outils natifs dans le cloud. Donc, on a AWS Budget chez Amazon, on a les outils de Cost Explorer, il y a des outils chez Azure, il y a des outils chez Google. Vous avez Aerosphere qui peut venir ici se greffer dessus. Donc, bien sûr qu'on a des outils avec des dashboards de suivi qui commencent à nous amener un peu plus de détails ou la centralisation des éléments parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, pour une équipe qui gère son appli dans son coin avec quelques composants, c'est une compréhension qui finalement s'avère relativement facile. Je dis bien relativement, ça dépend de la complexité de l'application. Si maintenant vous vous occupez de la finance globale de tout le monde, comment on donne sens à l'ensemble de ces éléments-là? Comment je vois que certaines équipes dépassent leur budget, mais pas d'autres, et qu'au budget global pour toutes ces équipes, on est encore dedans? Vous voyez, il y a un moment donné, il y a un puppet master, quoi. Il y a un maître des figurines ou des poupées ou des marionnettes qui doit s'occuper un peu de tout ça. Donc, il faut pas la même visibilité à toutes les couches. Il faut donner le degré de visibilité à chaque équipe. Donc ça, on a des dashboards de suivi. On peut se faire des alertes avec AWS Budget, c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien Excel. Je suis un vieux de la vieille. J'aime bien des bons fichiers Excel aussi. Des fois, ça parle bien, des graphiques tout simples. Si vous avez des outils tierces, pourquoi pas. Mais je me méfie toujours des outils tiers, tu me connais maintenant. Le problème d'un outil tiers, c'est parce que le client va se jeter dessus en pensant que l'outil va faire le boulot à sa place. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça, voilà. Et ça veut dire qu'en fait, il est déjà en train de chercher à se défausser. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de chercher à se déresponsabiliser en disant c'est l'outil qui va faire le truc à ma place. Il y a des outils chez Amazon, il y en a plein dans la console. Hein, le Cost Explorer, vous avez le Compute Optimizer, tout ça. Il y a des outils qui sont là pour vous témoigner de la facturation que vous faites et vous mettre sur des pistes de sens. Mais le sens réel que ça a, c'est chez vous et pour vous. Et il n'y a aucun outil tiers qui sait le faire, ça. D'accord? Donc on pourrait, alors après, vous pouvez bien sûr, si vous êtes très aventureux, aventureuse, créer un outil de machine learning chez vous qui ferait de l'analyse. Mais là, ça demande quand même donc d'avoir une grande quantité de données, qu'elles soient bien rangées, bien labellisées, des gens qui s'y connaissent très bien là-dedans et qui vous fassent tout l'outil. C'est une grosse artillerie à sortir quand même pour justifier ça. Donc après, peut-être aller voir des outils tierces qui existeraient, qui seraient satisfaisants. Je ne vais pas donner d'exemple ici d'outils tierces qui l'emporterait aujourd'hui. Il n'y a pas d'outil connu qui fasse l'unanimité pour l'instant. Enfin, je rappelle que
On a aussi un rôle en tant que distributeur de pouvoir vous accompagner, vous partenaires dans ces pratiques FinOps. Chez nous, Samy nous a rejoint en tant que solution architecte AWS, donc tout ce qui est optimisation via les semi-plans, ce qu'on a dit, Reserve Instances, mise en place aussi d'une équipe, pouvoir savoir qui fait quoi. Bon, tout ça, on peut le faire. Davy, je crois que tu le fais aussi. Et il me semble, Davy, qu'il y a des formations qui existent, même une certification FinOps. Alors, il y a les certifs FinOps, c'est celle du... comment ça s'appelle? Pas le conglomérat, mais l'association... FinOps Foundation. Merci, voilà. Il n'y a pas forcément de certif FinOps éditeur aujourd'hui. Il y a des formations FinOps éditeurs. Alors, les formations FinOps éditeurs sont orientées éditeurs, c'est-à-dire qu'elles vous donnent quelques notions de FinOps, ça ne suffit pas. Elles sont très orientées sur leurs produits, sur certaines bonnes pratiques d'amélioration, etc. possibles. Mais ce n'est pas forcément traduisible chez soi en concret dans comment on peut faire. Ensuite, la formation FinOps existante aujourd'hui, la certif FinOps qui existe, elle est basée sur le bouquin. Ah merde, je suis désolé, je suis dans mes cartons de déménagement, donc le bouquin est rangé. Vous avez le Cloud FinOps chez O'Reilly, qui est vraiment le top pour ça. Il existe, je crois qu'on est à la 3e édition aujourd'hui du bouquin, qui est remise à jour. Ça reste une bonne base aussi. L'intérêt de cette partie de ce bouquin-là, lui, c'est qu'il est non-éditeur et donc il nous intéresse plus sur l'organisation du travail, le découpage de comment cette logique FinOps arrive, qu'est-ce qu'elle veut dire, quel est le rôle de chaque personne, comment ça se met en place. Elle vous aide. Moi, je l'ai trouvé assez utile pour démarrer des projets FinOps quand on n'y connaît vraiment rien du tout. Est-ce que c'est autonome? Est-ce que c'est suffisant seul? Ça dépendra de vous, de votre capacité, on va dire, d'adaptation. Il y a des gens qui adoreront l'expérience de le faire seul. Il y en a qui préféreront être accompagnés. Il y a aussi pour ça les partenaires comme Arrow, évidemment. Il y a les APN, etc., qui peuvent aider parce que là, il y a de l'expérience pour venir se guider, tout en gardant qu'il faudrait monter un CCE à côté, quand même. Et pas juste. Donc ça, on pourrait se greffer aussi sur les bonnes pratiques de gouvernance cloud, déjà pour commencer, la gouvernance FinOps. Et inversement, pour initier les deux. Et on le reverra dans les sujets d'IA, c'est la même chose. On ne peut pas faire de l'IA comme ça, c'est pas gratuit stratégiquement. Il faut forcément monter des comités pour ça. On parlait aussi d'outils tout bêtes, mais il y a des outils de calcul. Des outils de calcul de coûts, ça existe. Vous avez des simulateurs de coûts chez les éditeurs, il y en a chez Amazon. Donc ces outils sont très utiles en soi. Alors comme je dis souvent, ils sont utiles avec des gens raisonnables et intelligents. C'est-à-dire des gens qui vont les utiliser pour ce à quoi ils sont bons, c'est-à-dire se donner une perspective. On se réunit ensemble, on a un nouveau projet, on ouvre la calculette, on joue avec et on regarde quelle valeur ça peut nous donner pour avoir une idée. Par contre, on ne définit pas un budget avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de parts de variabilité ici pour fixer une valeur à l'avance. On peut se donner un objectif de budget, c'est différent. La différence d'un objectif de budget, c'est j'essaye d'avoir une idée quand même pour assurer mes équipes et ma direction en disant oui, bien sûr, je ne peux pas te dire c'est entre 1000 et 10 000 par mois, on est d'accord que ce n'est pas possible. Je vais essayer de gérer avec ce qu'on a comme information pour voir. Je te fais une première estimation. On ne la prend pas comme argent comptant. On dit voilà ce qu'on essaye. Dans les premières semaines, dans les premiers cycles d'essai, on réactualise avec l'expérience qu'on a et les valeurs qu'on a trouvées pour voir. Et on essaye de voir la perspective que ça nous donne. Vous voyez, d'essayer de ce 10 à 10 000, de 1000 à 10 000, hop, à combien on en est et d'avoir une fourchette. Par contre, on n'aura pas la valeur, on n'aura pas une ligne droite. On aura une espèce de zone de confort. On se dira bon, si on reste sur ces usages-là, si rien d'autre ne change, s'il n'y a pas d'autres paramètres, alors je pense pouvoir me trouver dans cette zone-là, mais c'est juste informatif. À aucun moment, ça peut définir un engagement de limitation financière. Et ça, c'est très dangereux, parce que vous avez des clients qui ne savent pas lâcher ça, qui vous disent non, il faut savoir à l'avance combien ça va vous coûter. C'est combien? C'est 7 000. Ok, c'est 7 000 le budget. Et si vous dépassez, on vient vous engueuler en disant c'est votre responsabilité. Tu as dit c'était 7 000. Je dis non. Avec ce que j'avais comme information à l'instant T, qui n'est pas représentatif de ce que tu fais maintenant, alors j'avais cette valeur-là. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est ce qu'on consomme réellement. Et moi, je ne peux pas arrêter de consommer puisqu'on est en train d'utiliser le produit. Et souvent, la difficulté, elle va résider aussi dans justement la part de... C'est ce que je vais utiliser une formule un peu grossière, j'appelle ça la facture baveuse. C'est-à-dire vous avez autour d'un service, vous n'avez pas vu en fait qu'il y avait plein de petits appels à d'autres services. Il y a le monitoring, CloudWatch, il y a la donnée sortante. Ah merde, on ne l'avait pas vu. Et puis vous échangez de la donnée entre 2 et 8 zones. Ah bah oui, mais il y a une facturation de ça aussi. Vous voyez, c'est ça, la bavure de la facture, c'est ces petits éléments supplémentaires auxquels on n'avait pas pensé, qui font des petits bouts de facture où on pourrait se dire c'est pas grand-chose. Et je rappelle qu'une facture dans le cloud, c'est 5 chiffres après la virgule.
Donc c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, plus pas grand-chose, pas grand-chose. Ça fait ma facture à la fin du mois. Et moi, il faut que je la justifie. À défaut de dire, c'est pas très grave, vous pouvez me dire, c'est pas très grave. Il faut quand même que je la comprenne, que je la justifie, potentiellement que j'essaye de l'améliorer. Ouais, j'ai des clients qui passent plusieurs journées à comprendre la différence de quelques euros, Oui. savoir d'où ça vient, c'est vrai. Bon, on arrive au terme de ce Cloud Shot. On va laisser encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Et n'hésitez pas. Davy, on se retrouve sinon pour la prochaine session. C'est sur l'IA. Oh oui. Ah, j'arrête pas de bosser dessus. Tu vois, on va pouvoir parler plein de choses. Il y en a que ça intéresse, j'ai posté un truc sur LinkedIn tout à l'heure. Sur ce prochain Cloud Shot, on prendra des rôles avocat du diable, pour et contre. Et on verra comment se comportent l'un et l'autre. C'est vrai que l'IA peut L'IA être... générative en particulier, on cible, oui. nous. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de pour et de contre. Moi, à titre personnel, je trouve ça assez génial. Mais je sais que toi, Davy, tu as un avis plus tranché. Oui, très, très critique. Tout en trouve ça très utile, justement. Et on viendra opposer ces deux idées, puisque effectivement, c'est un sujet vraiment aujourd'hui nécessaire. Comme je l'ai dit dans mon post, même si on n'a pas envie, on y est concerné de toute façon, donc il faut qu'on y passe. C'est important de comprendre. Et ça rentre chez nous quoi qu'il arrive. Donc il faut forcément prendre le temps de comprendre ce qui se passe. C'est sûr. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je crois que personne. Je crois que ça a été plutôt clair. Hein. Merci en tout cas, Davy, pour toutes ces informations. Ça a été super intéressant. Vous retrouverez le replay. Je vais vous envoyer le replay de ce Cloud Shot et celui d'avant en même temps. Et sinon, je vous communiquerai le prochain Cloud Shot sur l'IA. Et sinon, je vous remercie à tous pour votre participation. Merci encore, Davy. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. À vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. à bientôt. Au revoir. Merci.